L'Aube rouge. Voici le mix entre un film de collège américain et un film de guerre avec les codes de la Seconde Guerre mondiale. 2008. On a frôlé la fin du monde, une crise brutale et globale. Quand je raconte la crise grecque et des subprimes à mes enfants, j'ai l'impression de passer pour H. Canonix parlant de 800 avant Jésus-Christ. Dans le même temps, à cette période, on a un dirigeant nord-coréen qui fait n'importe quoi, une ambiance de fin du monde. Il n'a pas changé depuis, mais même les dictateurs prennent de la bouteille et mûrissent. Un matin tout tranquille aux États-Unis, des Nord-Coréens sont parachutés pour envahir le pays. On l'apprendra par la suite, seules les côtes Est et Ouest. Visiblement, on a arrêté le gag. Je suis bien resté scotché 20 minutes pour me demander si cela serait militairement possible. Le scénario envisage la mainmise sur les systèmes électroniques et de télécommunications par un contrôle du réseau électrique. Cela doit être la réponse prévue pour les mecs qui, comme moi, scotchaient. À peine un match de foot, US bien sûr, et une bière terminée, qu'on se retrouve avec des soldats partout dans les zones résidentielles. La violence tombe du ciel, dans les deux sens du terme. Jeu de mots volontaire, c'est surréaliste. La présence de Chris Hemsworth, alias Thor, me fait penser à un Marvel. Je vais vite me raviser, les Coréens ne sont pas venus enfiler des perles. C'est le chaos, mais ce n'est pas très crédible. Nos héros filent se planquer dans une maison à la montagne afin d'organiser la résistance. Thor, Marines, en permission, va former nos braves lycéens aux techniques des forces spéciales et organiser les opérations coup de poing pour récupérer des armes et déstabiliser l'ennemi. Ils sont peu nombreux les résistants et ils s'entraînent avec les moyens du bord, genre des pistolets à eau. Je n'invente rien, qui regardera le film constatera au moins 2 gros plans sur un pistolet à eau version Luke Skywalker. Aux exécutions sommaires, aux camps de prisonniers, les codes de la Deuxième Guerre mondiale dont je vous parlais, se suivent les histoires de lycéens, Fleur Bleue, le beau mec, héros du foot américain qui aurait à la fois perdu son père et sa mère à 16 ans et demi, les codes du film de collège. Tout ceci badigeonné de discours de propagande nord-coréenne du style « Nous, les Nord-Coréens, sommes là pour vous aider, la démocratie vous a corrompu, pour ne pas dire dépravé. » C'est marrant ce monde à l'envers, et à défaut d'un grand film, c'est original. J'aurais aimé écrire le texte de la propagande nord-coréenne pour le film, j'ai de quoi tartiner 30 minutes au pied levé. Heureusement, nos amis vont croiser 3 Marines cherchant à rejoindre leur groupe. Des vrais Marines, avec la barbe, le genre de mec qui couche avec son M4 et qu'on n'imagine pas habillé autrement qu'avec son chest rig au ventre bourré de 15 chargeurs. C'est à ce moment-là que nos méchants nord-coréens vont regretter Pyongyang et les camps de Papa Kim. Ni une ni deux, les mecs attaquent à 5 ou 7 la base centrale qui abrite la radio secrète. J'adore le M4 garni d'un silencieux, c'est la puissance d'un 33 tonnes avec le bruit d'une Smart électrique. Heureusement, les scènes sont courtes et le film pas long. Vous pourrez vous passer de le voir, même si l'idée originale de montrer une guerre dans un lieu ou un espace-temps dans lequel on n'attend pas est une excellente idée. Imaginez un film sur la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation à Paris à l'époque actuelle, du délire. Il s'agit par ailleurs d'un remake du même film de 1984, version cubaine, avec Patrick Swayze et Charlie Sheen tout de même.